Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo lore. Comme d'habitude, cette vidéo lore est disponible et sur la chaîne principale IGTV et sur la chaîne Wargame Lore IGTV. À terme, une fois que je pense que j'aurai fini Gathering Storm, les vidéos lore ne seront disponibles que sur la chaîne secondaire, mais qui deviendra primaire un jour, de Wargame Lore IGTV. Donc regardez plutôt les vidéos sur cette chaîne-là. Pensez à vous abonner à cette chaîne-là aussi, comme ça vous serez avertis à chaque fois qu'il y aura des vidéos lore. Parce qu'à un moment, vous direz, les vidéos lore ont disparu d'IGTV. Comment ça se fait? C'est parce qu'elles sont sur Wargame Lore IGTV. Voilà, je le répète assez souvent pour que tout le monde fasse la bascule. Allez, je compte sur vous, pensez à liker, vous abonner. Donc, on y va. La suite, bien sûr, de Gathering Storm, comme d'habitude. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, allez voir la playlist, parce que ce serait quand même dommage d'arriver en plein milieu d'une bataille. Alors, typiquement, celle-ci, en plus, c'est la suite d'une bataille sur les portes Krigan. Ça n'a aucun intérêt de prendre uniquement cette vidéo-là et de ne pas avoir vu celle qui était juste avant. Vous êtes prévenus. Donc, les portes Krigan tombent avec la fureur d'Urkantos et des chiens d'Abaddon. Creed avait une dernière carte à jouer, il avait gardé en réserve 3 compagnies de Kasserkin, c'est-à-dire vraiment l'élite de ce que peut proposer l'humanité des Cadiens. Donc il libère ces Kasserkin pour faire un feu concentré et on nous dit que c'est le plus grand déluge de puissance de feu qu'on a vu concentré en un seul endroit depuis le début de cette guerre qui date depuis 8 jours quand même. Donc voilà, on a le 8e jour. Eh bien, ça réussit à mettre un petit peu de déroute sur les chiens de Khorne. Malgré tout, ça reste insuffisant parce que, ils se retrouvent galvanisés par les pertes qu'ils subissent. Plus il y a de pertes du côté des chiens d'Abaddon, plus leur volonté se trouve renforcée, ou plutôt ils se retrouvent aveuglés. Et c'est le cas aussi d'Urkantos sur Kantos. Plus il tue, plus il devient assoiffé de sang, et en fait il ne voit plus devant lui de fidèles serviteurs de l'empereur, mais il ne voit que devant lui des offrandes à faire sur le trône de Khorne, et donc il s'en va déchiqueter la plupart des Kasserkin. Alors au fur et à mesure, ses pouvoirs gagnent en puissance, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il est blessé, dès qu'il y a du sang d'un Kasserkin qui vient sur une de ses plaies, cette plaie se referme. Les tirs de multifuseurs ne nous font plus grand-chose, ça ne vient qu'échauffer un peu son épiderme et il se retrouve totalement inarrêtable. Alors ce n'est pas le cas des chiens d'Abaddon qui eux, en fait, finissent par succomber, même s'ils sont très résistants. Au final, eux n'ont pas les dons que Khorne a accordé à Urkantos, et cette force qui était d'une centaine de chiens d'Abaddon se retrouve réduite à une dizaine d'individus. Malgré tout, ça ne les empêche pas, encore une fois, d'avancer de plus en plus. Un nouveau défi s'offre aussi à Creed, c'est Vikantrux, le Baneblade qui mène l'assaut des forces renégates, défonce les portes Krigan, arrive à l'intérieur et commence à faire parler la puissance de feu colossale de ce qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du côté de l'Imperium, encore quelques Space Marines. On a les Space Wolves qui sont revenus de l'attaque contre les Iron Warriors. On a aussi les forces des Dark Angels qui ont abandonné en fait le Sword of Defiance, leur bastion, et puis ils se retrouvent côte à côte à se battre. Alors vous savez que les Dark Angels et les Space Wolves, par nature, ce sont 2 chapitres qui sont très opposés. On se rappelle du duel qu'avait mené Lionel Johnson contre Leman Russ, qui s'était dénoué d'une façon fort peu appréciable ni pour l'un ni pour l'autre, et qu'il y a cette rancœur entre les Space Wolves et les Dark Angels. Même si aucun ne l'avouera jamais, ils sont réconfortés par la présence de leurs frères de bataille, et l'alliance en fait des 2 chapitres permet malgré tout, parce que vous savez il y a aussi ce côté, je vais te montrer que je n'ai pas besoin de toi, je vais te montrer que je suis meilleur et je vais te montrer que je suis capable de te sauver en fait. Et vous voyez, il y a cette émulation positive qui les rend très tenaces et qui les galvanise et leur permet de tenir là où ils n'auraient pas pu tenir s'ils n'étaient purs Dark Angel ou purs Space Wolf. L'alliance des 2 forme cette alchimie magique qui leur permet de résister. Et puis, on se décale un petit peu, on dézoome un petit peu les situations et on retourne sur le Sénéchal Black Templar qui est toujours là. Il est imbibé de sang, il marche dans les cadavres des traîtres, des cultistes, des chaotiques, mais il est toujours là. Et en fait, il a un moment de lucidité. Alors, c'est un moment qui est assez rare chez les Black Templars. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on nous dit dans le roman. Voilà, c'est pas moi. Mais en tout cas, il a un moment de lucidité et il prend conscience que quelque chose a changé et qu'au final, il y a de moins en moins de traîtres. Et au final, il se dit, mais de quoi ça vient? Puis il se dit, mais oui, en fait,
la majeure partie des traites ne sont pas ici. Et en fait, je gaspille, je gâche tout le talent martial des Black Templars en restant omnibulé sur le mur des martyrs qui n'est qu'une ruine. Les combats se passent au loin et il voit en fait qu'il y a énormément de combats qui sont sur le dernier donjon de Castercraft et il prend conscience que, eh bien, il est encore soumis en fait au tempérament de Dorn, Dorn qui est le père génétique des Black Templars, parce que les Black Templars descendent des Imperial Fist, vous le savez, mais auquel cas vous ne le savez pas, je vous le dis. Et donc, il y a ce côté têtu, extrêmement têtu, et le sénéchal se dit, j'ai peut-être fait une erreur. Encore une fois, il faut que je rattrape cette erreur-là, parce que tous les adversaires que je peux tuer à cet endroit-là, ça ne changera pas le cours de la guerre, alors que si je me bats sur le donjon, peut-être on a une chance de l'emporter, aussi maigre soit-elle. En tout cas, c'est du gâchis d'utiliser notre force de Black Templar ici même. Donc il appelle un des Thunderhawk qui est encore en état de voler et eh bien, il s'envole avec ce Thunderhawk en direction du donjon de Castercraft. Alors en cet instant précis, eh bien, on nous dit que Cadia ne tient que par la volonté de Creed et des Kasserkin, parce que Creed en fait n'a pas empoigné son pistolet ni son arme de corps à corps, simplement ses bras servent à envoyer les Kasserkin, trouver les faiblesses de l'ennemi, savoir quand faire pencher la balance, savoir quelle vie doit être sacrifiée, quelle vie doit être épargnée pour gagner du temps. Alors le but de Creed, ce n'est pas de gagner parce qu'il sait que la victoire lui paraît maintenant complètement inenvisageable. Par contre, eh bien, c'est de durer le plus longtemps possible pour bafouer l'honneur d'Abaddon, bafouer l'honneur d'Urkantos, de tous ses efforts, et de durer encore une fois le plus longtemps possible. Donc il analyse et il voit en fait ce que cherche à faire le prince démon. Le prince démon, son but, sa mission, c'est de détruire le générateur anti-warp. C'est ce qui protège Cadia dans son ensemble des attaques du Wheel of Eternity. Le Wheel of Eternity, c'est la Blackstone Fortress qui est en orbite, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que le champ de défense tombe et qu'elle puisse tirer de nouveau avec son canon Warp afin d'annihiler Cadia dans un ultime baroud d'honneur. Donc, il voit que Urkantos, justement, se focalise sur cette attaque-là, mais malgré tout, eh bien, il ne peut pas lutter parce qu'il est complètement submergé par les forces du chaos et il ne peut pas aller contrer cette force de Urkantos et des derniers chiens d'Abaddon. Qui peut s'opposer à lui? Eh bien, il y a les sœurs de bataille. On retrouve les deux chanoinesses, Eleanor et Geneviève, qui s'opposent dans un dernier baroud d'honneur avec leur Séraphine face à Urkantos. Lui, eh bien, ne voilà encore une fois que des petits colifichets. Il se dit que ça va être encore une fois une partie de plaisir. Ces femmes, ces Séraphines, que peuvent-elles faire contre la puissance de Khorne, la puissance d'un prince démon? Et c'est là qu'il ressent une douleur qu'il n'a pas ressentie depuis une éternité. Et il se rend compte que Geneviève vient de l'enfourcher avec son épée et qu'elle le transperce et que sa foi et la fureur impériale, la fureur de la foi impériale, vous imaginez bien, traversent les défenses d'Urkantos et réussissent à le blesser. Donc, il commence à reculer, à reprendre un petit peu ses esprits, et ce qu'il pensait être une tuerie facile, encore une fois, eh bien, se trouve être un combat le plus difficile qu'il a eu à mener jusqu'à présent. Donc, il recule, il reprend ses esprits malgré tout, pour justement, eh bien, essayer, de par son talent martial, de contrer les chamoinesses qui viennent sur lui. Donc les chamoinesses tirent au multifuseur, mais ça ne fait rien. Mais les épées, par contre, de Geneviève et d'Eleanor, elles réussissent à traverser sa cuirasse. Donc il se défend, se met en posture défensive. Là, il part avec ses griffes et il titube en arrière. Donc la chamoinesse voit ce moment de faiblesse et va venir lui porter un coup terrible, mais c'est un piège. C'est un piège. Urkantos, malgré son affiliation à Khorne, est suffisamment malin pour tendre un piège à la chamoinesse. Il attrape la chamoinesse alors qu'elle était justement dans une posture d'attaque et full offensive. Donc forcément, elle ne pouvait pas contrer en mode défensif. Vous savez, le combat, c'est très technique. Et là, pour une fois qu'on a un petit focus sur un petit combat, allez, je le mets en avant parce qu'il est assez sympathique. Et montrer que même un adepte de Khorne qui a succombé à la soif de sang peut avoir ce petit éclair de génie tactique, c'est assez sympathique. Et même en plus, si on n'a pas toujours cette vision des princes démons de Khorne qui avancent tête en avant, peu importe ce qu'ils subissent. Là, on a eu cette petite feinte. Donc, cette feinte est fatale à Eleanor qui se retrouve empoignée, il serre sa gorge, il serre de plus en plus fort. Sa sœur
Geneviève, voyant ça, eh bien, vient l'attaquer et essaie de protéger sa sœur, mais dans un dernier baroud d'honneur, elle aussi succombe, un coup de griffe la transperce. Elle a juste réussi encore une fois à planter son épée dans un des cœurs d'Urkantos. Alors, sans doute, il doit y en avoir plusieurs. En tout cas, ça ne sera pas suffisant, mais les dernières chamoinesses tombent. Avec elles, quasiment la fin des défenses qui s'opposaient justement à Urkantos. Il ne reste que quelques boucliers blancs, les White Shield. Ce sont les conscrits, c'est-à-dire ceux qui viennent juste de rejoindre Cadia, les forces armées. Ils n'ont que peu d'entraînement, ils n'ont que peu de talent, mais ils se retrouvent galvanisés malgré tout par cette vision de ces deux chamoinesses qui donnent leur vie, la foi en l'empereur, et ça leur permet eh bien, de s'opposer encore une fois à Urkantos, mais là, cette fois-ci, pas de miracle. Urkantos eh bien, les détruit jusqu'au dernier, mais il se retrouve malgré tout seul, parce que tous les chiens de corne ont succombé, et le dernier sacrifice des boucliers blancs a permis de diminuer la protection d'Urkantos. Donc il a toujours en fait cette épée enflammée et il avance vers les portes qui protègent l'appareillage avec le champ warp qui protège la planète. Mais malgré tout, il n'arrive pas à enlever cette épée parce que à chaque fois qu'il la touche, la garde s'enflamme et ça lui fait d'horribles souffrances. Il ne peut pas l'enlever. C'est une faiblesse, mais il n'y a quasiment plus rien qui le sépare du champ warp. Alors pendant ce temps-là, à l'extérieur, eh bien, on a Creed qui essaye encore une fois de gagner un maximum de temps, non pas encore une fois dans l'attente des renforts, mais comme bravade, dernière bravade à Abaddon. Et on a Vicantrux, le Baneblade du chaos, qui annihile au fur et à mesure chaque mètre carré de conscrits, de Kasserkin, de défense, de ligne Aegis. Et on a la tourelle qui s'oriente vers Creed. Et à un moment donné, le Behemoth s'arrête sans qu'on sache trop pourquoi, et au final, eh bien, il reprend ses tirs, mais les tirs partent directement sur les forces du chaos. Et tout le monde reste un petit peu stupéfait, que ce soit les forces du chaos ou les forces de l'Imperium, parce que personne ne comprend ce qui se passe exactement. Mais les armes du Baneblade se retournent contre le chaos, annihilent un détachement, une force de frappe blindée de l'Alpha Légion, les prédateurs partent en explosion, et les tourelles se tourne encore une fois vers tout ce qui est chaotique. Donc personne ne comprend, mais c'est parce que personne n'a vu une ombre fugace qui vient de laisser tomber une petite fiole de nanomachine sur le blindage du Baneblade. On ne sait pas qui c'est, on n'en saura pas beaucoup plus, mais en tout cas, ce revirement change drastiquement les choses parce que maintenant, eh bien, ceux qui protégeaient en fait le Baneblade se trouvent annihilés en fait par lui, par ce changement soudain, parce qu'il n'était pas évidemment méfié, hein. Personne ne pouvait imaginer que le Baneblade allait rechanger d'affiliation et repartir du côté loyaliste. Et c'est ce que va utiliser encore une fois Creed. Lui, tout de suite, il garde son sang-froid, il analyse les choses et il se base sur cette attaque-là pour contrer toutes les attaques chaotiques. Et ça va lui donner du temps. Ça va lui donner le temps nécessaire pour se mettre à la poursuite d'Urkantos. Alors, il a très peu d'espoir d'arriver à temps. Il pense même qu'il n'y arrivera pas. Mais quoi qu'il arrive, il se battra jusqu'au bout. Cadia, debout, debout Cadia. C'est ce qu'il scande en fait à tous les défenseurs. Il ne va pas laisser l'affaire se terminer ainsi. Quoi qu'il arrive, il va combattre jusqu'à la fin, même s'il se retrouve d'un instant à l'autre annihilé par le rayon du Wheel of Eternity, qui va sans doute annihiler Cadia. Il se sera battu jusqu'au bout. Sa dernière action, ce sera une action de combat. Alors on voit que c'est très difficile hein, à l'intérieur du bastion, mais il y a encore quelques petits combats sporadiques qui sont à l'extérieur, et on va retrouver la maison Raven avec des chevaliers qui sont en train de lutter directement contre les forces des titans renégats. Alors bien évidemment, hein, la commandante des forces de Raven sait qu'elle n'a absolument aucune chance contre des titans. Chevalier, c'est colossal par rapport à un Space Marine du Chaos, par exemple, ou par rapport à un fer de lance blindé. Mais par rapport à un River, c'est complètement improbable. Malgré tout, elle est très compétente et va utiliser justement un peu le fait que eh bien, les forces des titans renégats ne sont plus leadées par le Warlord et forcément combattent un petit peu moins bien. Parce que autant elles combattaient beaucoup mieux quand il était là, autant quand il n'est plus là, eh bien, elles sont un petit peu perdues parce qu'elles n'ont plus cette préscience qu'elles avaient avant. Et malgré quelques pertes du côté des chevaliers, elle réussit quand même à détruire un River. Et quand on fait le bilan,
un river, Titan River, face à une paire de 1 ou 2 chevaliers, eh bien, le constat est quand même positif et cette balance vaut le coup. Donc, elle va continuer comme ça. Malgré tout, il y a ce mouvement d'encerclement qui se fait par les forces du chaos. Et à un instant, elle dit, allez, déportons-nous sur le côté. Et son ailier vient d'exploser dans une lueur ahurissante. Et en fait, elle prend conscience, en analysant rapidement les choses, que le Warlord revient à la vie. C'était un tir d'un canon volcano du Warlord. Le combat s'annonce difficile. Alors dans les bouquins de campagne comme ça, il y a souvent 2 types de récits. Il y a le récit narrateur externe et puis on passe aussi en mode récit plus romanesque. Et là on a une page justement sur Creed qui est à l'intérieur de la forteresse. Donc il est en train d'essayer d'avancer, donc il voit que la plupart des conscrits sont morts, tous ont été annihilés par la fureur du prince démon. Et en fait, il pense à eux parce qu'il se dit, mais au final, qui se souviendra de cette 111e de conscrit qui au final a donné sa vie et a peut-être même retardé suffisamment Urkantos pour qu'on puisse changer le cours de la guerre? Il n'y a plus aucun conscrit de Cadia. C'était sans doute la dernière fois qu'on pouvait former un régiment de conscrits sur Cadia. Cadia est voué sans doute à disparaître. Personne ne se rappellera de ses enfants, donc il a une pensée pour cet élément-là. Et au fur et à mesure qu'il avance, eh bien, il voit aussi les sœurs de bataille. Les sœurs de bataille, on a quelques hospitalières qui soignent quelques blessés, et même si elles ont une mine grave et l'air vraiment abattu, il se dit au moins il y a encore quelques sœurs de bataille qui existent sur Cadia, ce qui n'est plus le cas des conscrits qui ont tous péri, et il avance au fur et à mesure. Là, il y a un de ces sergents qui dit simplement, mais quand on voit en fait les horreurs, comment est-ce qu'on peut espérer simplement le blesser? Est-ce qu'on peut simplement avoir une chance, même si on arrive à le rattraper avant qu'il ait détruit les générateurs du champ de force? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Creed, bien sûr, le regarde d'un air extrêmement sévère, ce qui le fait complètement blêmir le sergent. Et il lui dit, à partir du moment où ça blesse, on peut le tuer. Pourquoi? Parce qu'il voit que sur un corps d'une des séraphines, eh bien, il y a des traces de sang noir. Et ce sang ne peut provenir que d'un prince démon. Donc si on a réussi à le blesser, si les chanoinesses ont réussi à le faire, on va pouvoir le faire aussi. Donc il ne faut pas perdre espoir et continuer à avancer. Donc ils avancent au fur et à mesure, et là on entend une sorte de bruit assez sourd, et encore une fois l'ange gardien de Creed, Jarman Kell, plonge sur le Castellan et une vague de feu enflamme tous les Cadiens qui étaient juste derrière, qui n'ont pas réussi à s'échapper ou à se mettre sur le côté suffisamment vite, et on a justement ce sergent qui se trouve complètement immolé. Creed se relève et se dit, tiens, j'ai vraiment un ange gardien, c'est toi, Jarman Kell, tu m'as toujours sauvé, encore une fois, tu viens de me sauver la vie, nous avons une mission à accomplir. Donc le sergent qui est tombé se fait remplacer par un autre gradé, et cet autre gradé prend une sorte de livre de prière à l'empereur, l'embrasse en faisant une prière à l'empereur, et ça c'est quelque chose qui énerve énormément Creed. Il lui prend cet ouvrage, il le lance par terre et lui dit, tu es un soldat, tu n'es pas là pour attendre une prière, un miracle de l'empereur. Les soldats, ils font leur vie eux-mêmes et tu n'as qu'une seule chose à faire, avancer, tuer Urkantos. Il n'y a que ça qui est à faire. Laisse tomber tout ce qui est tradition, on avance, on y va. Et l'officier reste médusé devant ces paroles, mais non pas à cause des paroles, parce qu'il lève le regard au ciel et il voit une lueur immense dans le ciel. Creed regarde aussi et se dit, mais comment j'ai pu rater ça? Bien sûr, on a tous envie de savoir la suite. Qu'est-ce qu'ils ont vu en fait au ciel? Eh bien, le livre Gathering Storm repart avec l'écho du passé sur Belisarius Cawl. Belisarius Cawl, vous vous rappelez, il est en train de forer la planète de Eriad 6, et en fait Marchemonde, qui est une Shadowseer, lui conseille de continuer malgré l'assaut des orques. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Donc, et l'idée, c'est que plus il va creuser, plus il va avancer en fait, et plus il va avoir la fièvre des chercheurs d'or et continuer, quoi qu'il en coûte. Malheureusement, eh bien, les orques se renforcent, alors que lui ne fait qu'amenuiser en fait ses forces, que les cercles de défense concentrés qui sont autour du site de forage ne font que reculer, les Skitarii reculent,
eh bien, les orques, eux, se renforcent. Et plus il y a de guerriers qui mènent l'opposition, plus ça va renforcer justement les orques, et plus ça va leur donner envie de faire cette belle baston, parce qu'il y a une belle résistance quand même de la part des hommes et du Mechanicus. Donc, il faut continuer. Alors, plus le temps passe, plus Belisarius Cawl est persuadé qu'il est sur le point de découvrir. Pourquoi? Parce qu'il a des artefacts qui sont de plus en plus gros, de plus en plus en bon état, et il peut commencer à les analyser. Déjà, première chose, c'est qu'il est persuadé que tous ces artefacts sont antérieurs à l'existence de l'humanité et que sans doute ils ont été forgés soit par les anciens, soit peut-être par les nécrontyres. En tout cas, il sait que Marchemonde, donc la Shadowseer, lui a parlé de ces artefacts-là et qu'il est certain que s'il ne les découvre pas maintenant, eh bien, ils seront perdus à jamais. Donc, il continue quoi qu'il arrive et il réfléchit malgré tout à ce qu'elle a dit et ce que ça peut engager pour l'humanité. Parce qu'il se dit, c'est étonnant qu'un Eldar me donne en fait un atout, un avantage, mais c'est sans doute qu'à un moment donné, eh bien, nos chemins convergent, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout étonnant, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu par le passé. Alors Belisarius Cawl ne saurait dire exactement quand, parce qu'il a plus de 10 millénaires, mais en fait sa mémoire est très fragmentée, il n'a pas accès à l'ensemble de ses connaissances, et il sait que ça a déjà eu lieu, mais il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à retrouver en fait le concept. Le temps passe, il continue à pousser au maximum toutes les foreuses, l'outillage, il travaille 36 heures sur 36, parce qu'il y a 36 heures sur la planète d'Eriad 6, et il finit par se retrouver un cours de temps. Pourquoi? Parce que les lignes de défense ont été renforcées et les Skitarii sont à l'intérieur du site de forage. Il n'y a plus que cette zone-là, le dernier périmètre de défense, et nul doute que la prochaine attaque des orques va être fatale. Donc, il repense à ce qu'il est en orbite, à son arche du Mechanicum, il repense à l'Iron Revenant et à ce qu'elle contient. C'est toujours pas ce qu'elle contient, mais on sait que c'est un trésor immense pour l'Imperium, et il se dit que malgré tout, aussi avide qu'il soit de découvrir le secret d'Eriad 6, il ne peut pas risquer l'Iron Revenant là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il donne l'ordre de repli. Repliez-vous, les Skitarii doivent défendre le site d'atterrissage pour qu'on puisse évacuer, et il entend un bruit de fracas, et c'est une des foreuses en fait qui vient de percer une caverne et est en train de tomber tout en bas de cette caverne, parce qu'ils sont arrivés sur le dessus par la voûte en fait de cette caverne, et donc il regarde et là il voit tout de suite qu'il sait qu'il a trouvé ce pourquoi il était venu. Il s'approche dans l'ombre, dans la noirceur, et il est devant un monolithe immense qui fait plus de 250 mètres de largeur, plus que 250 mètres aussi de hauteur. Ça lui rappelle tout de suite les formes de Cadia, les pylônes de Cadia. Il sait que c'est le même type d'éléments, d'artefacts, et il sait aussi que c'est ce que Marchemonde lui a suggéré. Et là justement, Marchemonde apparaît devant lui et lui dit: tu as trouvé le secret, il faut absolument que tu comprennes. Est-ce que tu comprends ce que tu vois? Alors, elle pourrait tout simplement lui dire, mais c'est les Eldar, ils sont toujours empreints de mystère, donc elle ne lui dit pas. Et lui, justement, repense, et il se dit, mais Cadia, c'est la clé. Cadia, il y a les pylônes sur Cadia. Là, la Shadowseer me dit de faire référence à ce pylône. Et en fait, il croise les informations, et puis là, les infos tombent. Donc, il a la planète de Corollis, la planète de Belaston et la planète de Vogrid 2. Toutes ces planètes ont subi les attaques d'une croisade noire. Et la dernière planète sur laquelle il est, elle a subi aussi l'attaque de la 4e croisade noire d'Abaddon. Et en fait, c'est là qu'il prend conscience d'une chose, il se dit, mais en fait, peut-être que ce n'est pas par hasard. Peut-être que le but d'Abaddon, parce qu'Abaddon a détruit ce site de fouille, c'est justement de détruire les pylônes. Et que ces pylônes ont un rôle majeur pour la galaxie, pour l'Imperium, et qu'il faut absolument aller les défendre. Donc Marchemonde dit oui, tu as compris, elle disparaît, alors que Belisarius Cawl s'énerve et dit mais tu ne peux pas me dire tout simplement les choses au lieu de me faire tourner en bourrique, mais elle a déjà disparu, et tout simplement il retourne avec grande hâte vers le site d'atterrissage pour évacuer la zone. Et voilà, on s'arrête là. Bon, c'est pas que je vais vous faire poireauter, mais la page suivante, vous voyez, c'est le feu de la délivrance chapitre 2, donc on va s'arrêter là, vous aurez la suite dans une prochaine vidéo. En tout cas, il se passe des choses, donc qu'est-ce qu'ils ont vu en orbite? On peut imaginer différentes choses, donc je sais pas, je vais pas
vous le dire, vous avez qu'à imaginer vous-même. Il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il y a 3 possibilités majeures, à voir laquelle va être la plus présente. Je pense même qu'il y a 4 possibilités. J'avoue que je me rappelle plus. Bon, j'ai une petite préférence, j'ai une petite théorie. Allez en commentaire le petit jeu des commentaires. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont vu dans le ciel? Je ne sais pas si c'est vraiment en orbite, hein, simplement ils lèvent les yeux au ciel, donc ça peut être autre chose que quelque chose qui est dans l'espace, hein, vous voyez ce que je veux dire? Clin d'œil, clin d'œil. Donc on va voir, mais en tout cas mettez ce petit jeu en commentaire, et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude sur Wargame Lore TV. Je vous invite à aller vous abonner, à liker, à aller sur cette chaîne-là, parce que c'est la chaîne qui va héberger tout le lore, tout le fluff à l'avenir. Donc ne ratez pas les prochaines vidéos d'Iggy TV sur le lore, voilà. Et puis comme d'habitude, vous aurez les vidéos en avance sur Tipeee. Si vous me soutenez sur Tipeee, vous avez cet avantage-là, voilà. Et puis aussi, sans publicité, ça fait du bien aussi. Et puis en version podcast, pour ceux qui préfèrent écouter. Voilà, allez à bientôt, salut à tous.